Ce sont des chiffres absolument stratosphériques. Apple qui donc a dépassé brièvement les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une première dans l'histoire de la bourse. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView, tous mes voeux. Voilà, vœux partagés, on vous souhaite le meilleur. Un peu plus de légèreté et de convivialité qu'en 2021. Oui, pas pour moi, en général, on parle de l'environnement. En général. Bon, c'est quand même, il faut le dire, un seuil symbolique qui a été franchi par Apple. C'est quand même le PIB de la France, pardon. Le PIB de la France, c'est donc le poids aujourd'hui d'Apple. Si on regarde la totalité des groupes du CAC 40, ça pèse autant qu'une seule boîte, à savoir la firme à la pomme. Voilà, donc les chiffres quand même sont absolument hallucinants. Ils donnent le vertige. Ouais. Ils donnent le vertige. Après, est-ce que c'est si surprenant? Il ne faut pas oublier dans le contexte dans lequel on vit. Bon, les bilans des banques centrales ont aussi atteint des niveaux qui sont inédits dans l'histoire. Voilà, donc on est aujourd'hui face... C'est aussi une boîte très bien gérée, pardon. Alors, non, il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, pour nous, le 3000... Alors, rappelons quand même qu'en 2018 et 2019, oui. En août 2018, on était à 1000 milliards. Et déjà à l'époque, on avait peut-être déjà échangé sur le sujet, en fait, déjà on s'étonnait du 1000 milliards qui était extraordinaire. 2000 milliards en 2020, je crois, aujourd'hui 3000 milliards, où est-ce que ça va s'arrêter? Ça donne le vertige, vous l'avez dit. Ça donne le vertige, mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a des raisons à cela, et vous introduisiez le sujet en disant est-ce que finalement Apple n'est pas aujourd'hui considéré comme une valeur refuge? La réponse est évidente, c'est oui, c'est une valeur refuge aujourd'hui. Non mais attendez, c'est là où, c'est ceux qui nous écoutent, non mais la valeur refuge, c'est l'OAT français, c'est l'obligation française à 10 ans, c'est les bonds américains à 10 ans aussi. Ça, c'est une valeur refuge. Oui, alors... Entendre qu'une valeur de la tech, la plus grosse du monde, est une valeur refuge, quand les enfin, c'est un truc de dingue. Alors, non là, on dit vous avez raison, une action, c'est un titre de propriété. Quand vous achetez un titre de propriété, le comparer à une obligation émise par un État, ça paraît surprenant. C'est hérétique, non? Mais ce n'est pas hérétique, c'est une conséquence. C'est vraiment une conséquence. On va prendre 30 secondes en fait, pour l'expliquer. Prenons 30 secondes. Donc, premièrement, déjà, les marchés financiers et la valorisation en fait, des marchés financiers dans leur ensemble, ça dépend de deux choses. La liquidité à disposition. Ce n'est pas autre chose, les marchés financiers, qu'un réceptacle de l'épargne générée par nos économies, plus ce que veulent bien mettre au pot les banques centrales. Dans ces deux domaines-là, premièrement, on a quand même une capacité de l'économie mondiale à générer de l'épargne de manière historiquement élevée. Donc on génère beaucoup d'épargne. On ne génère pas forcément beaucoup de croissance, mais aujourd'hui on génère beaucoup d'épargne, que ce soit de l'épargne des ménages d'une part, mais aussi de l'épargne des entreprises, puisque la profitabilité des entreprises, qui n'est pas distribuée, eh bien, c'est aussi de l'épargne à investir. Donc déjà on a un réceptacle qui fait qu'il y a beaucoup d'argent à investir, beaucoup plus que par le passé, premièrement. Deuxièmement, donc face à cette demande-là, il faut que cette épargne soit portée par quelque chose. Et elle est portée par quoi? Ou par quoi peut-elle être portée plutôt? Bien naturellement, les gens vont se dire, quand on a du patrimoine, si on ne veut pas prendre de risques et on veut le préserver, on achète des obligations d'État. Eh bien, vous avez tout compris. La problématique, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez en acheter des obligations d'État? Au-delà même de la rémunération, est-ce qu'il y a du papier disponible? La réponse est non, puisqu'aujourd'hui, la valeur refuge, elle est préemptée par les banques centrales. Ce qui fait que les acteurs de l'investissement internationaux... et puis en termes de rendement réel, une obligation, qu'une fois qu'on a 0 ou 0,5 ou 1, et qu'on enlève 5 ou 7 d'inflation, en taux réel... Évidemment, ce n'est pas forcément en fait, l'actif qui vous permet de lutter contre les pressions inflationnistes actuelles. Donc ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, au-delà même de cela, de son caractère attractif, concrètement, il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter parce que tout est préempté par les banques centrales depuis maintenant de très longues années. Donc naturellement, les investisseurs qui captent votre épargne, qui sont les hedge funds aux États-Unis, les fonds de pension, les assureurs vie, etc., doivent bien faire quelque chose de l'épargne collectée. Eh bien, il faut qu'ils achètent. Ils vont essayer de trouver des choses qui ressemblent finalement à des obligations d'État et qui vont vous permettre d'avoir du rendement un peu supérieur à ce que vous offre aujourd'hui l'obligation d'État qui n'est plus sur le marché. Qu'est-ce qu'ils achètent? De l'obligation d'entreprise. Obligation d'entreprise, investment grade, qui a vu en fait les taux s'écraser parce que... Et donc qui ne rapportent pas grand-chose. Qui ne rapportent pas grand-chose. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à une obligation d'entreprise? Eh bien au final, une entreprise notée AAA. Notée AAA, ça n'existe plus dans le monde. Ça existe plus. C'est le luxe. Le luxe, c'est ce qui est rare. Et aujourd'hui, effectivement, un titre donc noté AAA, c'est devenu extrêmement rare, premièrement. Deuxièmement, pourquoi ça ressemble à une obligation Apple? Évidemment, c'est rentable. Évidemment, c'est profitable. Mais au-delà même de cela, c'est quoi la caractéristique d'Apple? C'est d'être aussi, comme d'autres, comme quelques autres, assis sur une montagne de cash. Et c'est quoi quand vous êtes un investisseur et que vous voulez de la visibilité, qu'est-ce que vous appelez une valeur refuge? Le fait d'être sûr, d'être
rembourser quand vous achetez une obligation. Mais quand vous avez face à vous une entreprise qui est assise sur une montagne de cash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement, cette entreprise devient presque comme un État, parce vous avez progressivement la certitude qu'elle aura toujours les moyens, finalement, de vous rémunérer, puisqu'elle est assise sur une montagne de cash. Oui, bien sûr. Apple, valeur la plus sûre du monde. Mais oui, mais de fait, on a déformé les marchés qui font qu'il n'y a plus d'obligataires souverains, vous ne pouvez plus en acheter. Les obligations d'entreprise, aujourd'hui, elles ont effectivement, vous ne pouvez plus en acheter non plus parce qu'elles sont déjà servies et les rendements sont écrasés. Et bien progressivement, Apple, comme quelques autres, ont finalement porté les marchés financiers et les marchés actions, alors même que, alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a porté l'ensemble des marchés financiers vers le haut. Les locomotives des marchés actions ont été ces valeurs-là. Et pas les valeurs cycliques. Alors, normalement, traditionnellement, dans les marchés actions qui sont très haussiers, les investisseurs achètent quoi? Plutôt ce qui est cyclique, favorable à la croissance. C'est ça, normalement, l'environnement favorable aux actions. C'est quand il y a beaucoup de croissance, eh bien, les acteurs et les entreprises qui profitent le plus de la croissance sont achetés. Ouais. Eh bien, nous sommes face à un bull market totalement inédit dans l'histoire, qui est porté essentiellement par des valeurs qui ne profitent pas. Oui, mais qui pourraient se retourner aussi, dire aux gens, c'est l'action la plus, enfin, encore une fois, c'est l'actif le plus sûr du monde. Mais c'est l'actif le plus sûr du monde parce qu'au-delà d'une certaine taille, lorsque vous avez acquis en gros une montagne de cash derrière vous, même si votre capacité à innover ralentit, qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez Apple? Même s'il ne trouve pas en interne, vous achetez une boîte qui a la capacité à acheter tout ce qui existe sur la planète en termes d'innovation. Donc c'est pour ça qu'on n'appelle plus Apple une boîte, enfin Apple pour nous n'est plus une boîte de technologie, c'est un trust technophile. Et d'ailleurs leur compte de résultat le prouve. Un trust technophile c'est quoi? Ça revient presque au début du XXe, vous savez ces grands trusts qui ont certes une capacité technologique élevés, mais qui sont surtout assis sur une montagne de cash qui font que toute l'innovation, quel que soit le domaine, elles peuvent l'acquérir. Et donc c'est cela que vous achetez quand vous achetez Apple. Vous achetez moins les iPhones qu'une boîte qui a une taille tellement grande, qui est devenue un trust, qui a la capacité maintenant d'assurer sa rentabilité en empêchant, les autres d'émerger, mais en les empêchant, ils ne les empêchent pas. Les boîtes qu'elles rachètent, personne ne force en fait les propriétaires à les vendre. Mais bon, en étant suffisamment généreuse pour convaincre les propriétaires des boîtes qui pourraient devenir des concurrents d'être rachetés, premièrement, et deuxièmement, la capacité à aller sur des métiers qui sont des métiers qui ne correspondent plus à simplement la vente d'iPhone, qui progressivement, en termes de proportion de chiffre d'affaires... On attend le véhicule autonome. Véhicule électrique, mais tous les services associés, la musique, le streaming, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le business d'Apple. Mais c'est un trust. C'est-à-dire qu'en fait, essayez de qualifier aujourd'hui quel secteur d'activité, ça appartient à quel secteur d'activité. Quand vous allez de la vente d'appareils de téléphone, d'Internet, d'ordinateurs, de services de musique, de streaming, de véhicules électriques demain, d'intelligence artificielle, c'est quoi Apple? Apple, c'est un trust. Un trust extrêmement riche, qui est assis sur un trésor de guerre colossal qui lui permet aujourd'hui d'investir dans tous les secteurs d'activité. Donc quand vous achetez Apple, pourquoi ça ressemble de plus en plus à une obligation? Vous avez compris, beaucoup de cash. 2, une activité de plus en plus diversifiée grâce à cette montagne de cash. Donc vous achetez, la manière dont on gère le risque dans l'investissement, c'est quoi? C'est la diversification. Aujourd'hui, Apple, c'est plus simplement les iPhones, c'est bien d'autres choses. Et donc concrètement, et c'est ce qu'on dit déjà depuis des années, Apple, comme quelques autres, on va parler des GAFAM en général, sont aujourd'hui des trusts technophiles qui continueront de grandir et à préempter l'essentiel de l'épargne parce qu'il n'y a que quelques acteurs qui vous offrent cette visibilité. Ouais. Et donc, c'est en soi, quand vous le comparez à une valeur refuge, voire à une obligation, eh bien, vous avez raison. Ça me laisse pantois tout ça. Sauf que... Ouais. Sauf que... Merci. Sauf que, et vous avez commencé aussi par cela, il y a un risque. C'est le démantèlement. C'est le changement des règles du jeu. Voilà. Le démantèlement, j'en sais rien. Ouais. Au début du XXe, ça a été le démantèlement. Le démantèlement, il faut quand même se rappeler. Donc les lois antitrust, ça commence à la fin du XIXe siècle, autour des années 1891 de mémoire. Élection d'un président. De mémoire, au mois de février. Theodore Roosevelt, élection en fait d'un président aux États-Unis en 1901, dont le seul programme c'est « je découperai les gros », et qui essaye en 1904 avec une banque, et qui y arrive en 1911 avec la Standard Oil. Et donc avec toute une période effectivement de tension entre quelques agents privés et l'agent public. Lorsqu'on dépasse une certaine taille, eh bien, vous commencez à avoir en fait un pouvoir qui devient gênant pour les autorités publiques naturelles qui sont le pouvoir politique. Lorsque des agents privés deviennent si gros qu'ils sont des concurrents naturels et légitimes de l'agent public, ça finit en général mal. Donc il y a deux risques à terme, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, c'est le changement des règles du jeu, soit fiscal. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et prenons un exemple tout simple. On pourrait se dire, tiens, on faisait une comparaison avec le début du XXe. Les grands acteurs du début du XXe, c'est des acteurs en fait de l'industrie. L'industrie, donc on achète de la matière première, on la transforme et on la vend. Et on gagne de l'argent grâce à cela. Apple et toutes les boîtes de techno, c'est quoi?
Ils ont de la matière première, la transforment et la vendent et gagnent de l'argent grâce à cela. C'est quoi la matière première de ces gens-là? La data. La data, elle est produite par qui? Par nous. Par vous et moi. Est-ce que ces acteurs-là achètent la donnée? Non. Non. Alors, soit il y a deux possibilités, soit nos sociétés s'organisent pour que vous soyez rémunérés quand vous produisiez de la donnée, individuellement. C'est inimaginable, parce que certains diront que c'est moralement inacceptable, parce que si on rémunère beaucoup ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ils ne passent pas du temps à travailler, et donc c'est moralement pas acceptable. Mais vous pouvez très bien imaginer une fiscalité qui soit différenciée pour ces acteurs, qui viserait simplement à compenser le fait qu'il faut rémunérer le producteur de votre matière première, la data, donc les gens, et donc avoir une surfiscalité associée à ce type d'acteurs. Je ne dis pas que ça arrivera, mais ça pourrait arriver. Et donc, il faut avoir en tête que donc ça peut être progressif, voire même, si jamais on n'arrive pas à les faire progressivement rentrer dans le rang, et au final, que ces boîtes-là mettent un peu plus au pot que les autres pour faire fonctionner nos modèles de société, on pourrait très bien avoir des programmes politiques qui deviennent de plus en plus sévères et qui finiraient à revenir au discours de Theodore Roosevelt du début du XXe, qui n'est pas très éloigné de quelques personnages autour de Joe Biden aujourd'hui qui voudraient les découper. Donc il y a deux risques à cela. C'est qu'au-delà d'une certaine taille, on devient si puissant qu'on devient gênant. Voilà. Et donc le fait de devenir gênant, et ça c'est un scénario nous qu'on pointe du doigt déjà depuis la fin des années 2010, donc dès 2018-2019, on estimait que la taille de ces acteurs-là devenait si importante dans un monde qui croît, dans lequel il y a relativement peu de croissance, qu'il est probable que dans la décennie qui vient, il y ait un changement de règle du jeu qui est soit progressif, soit brutal, qui la fera rentrer dans le rang. Mais attention, tout ça c'est une perspective lointaine. Tant qu'il n'y a pas de risque de changement de règle du jeu, et là je le dis aujourd'hui et je le répéterai probablement demain, après-demain ou dans les mois qui viennent, ces acteurs-là continueront de grandir. Voilà, d'autant qu'Apple, on finit là-dessus, capitalise 30 fois ses bénéfices. On se dit que ce n'est pas démentiel non plus. 30 fois. Tout est relatif. Non, c'est cher, évidemment que c'est très cher, mais quand on voit du Amazon à 80, du Tesla à 170... C'est ça. Alors, il y a une question de valorisation. C'est vrai que surtout, c'est moi qui ai bien géré encore. Surtout, voilà, c'est ça. Surtout, alors déjà, rappelons quand même ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous n'achetez pas une boîte de la techno. Vous achetez une quasi-obligation au regard de sa surface financière, du cash, et de sa capacité à se diversifier. Donc ça, c'est déjà très, très rassurant. Mais il faut avoir en tête tout de même, en ce début d'année, certains investisseurs commencent à avoir le vertige, parce que vous évoquez le multiple de valorisation, c'est-à-dire que quand vous achetez Apple, vous achetez 30 années de bénéfices réalisés cette année ou l'année qui vient. Si vous prenez les 10 plus grosses entreprises américaines, on atteint plus de 40 années. Ah bah c'est pas cher, Apple. Apple, c'est pas cher, mais quand on regarde tout cela, on peut effectivement, le seul moment où on a dépassé les 40 années, c'est il y a 20 ans, au moment de la bulle sur les valeurs technologiques. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on n'était pas face à des trusts gavés de cash. Aujourd'hui, on a effectivement ces trusts gavés de cash, et donc c'est pour ça que, attention, l'histoire se répète rarement, mais rime souvent, mais là, en l'occurrence, on estime qu'il y a encore du potentiel. Alors, je ne donne pas moralement, en fait, notre point de vue sur le sujet, mais financièrement, il est probable que le 3000 se transforme en 4000 si on est toujours face à un monde en capacité de générer de l'épargne, plus des banques centrales qui ne deviennent pas restrictives. Voilà, l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaye, comme on dit aussi. Merci beaucoup. Explication, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David. Salut.